Il y avait encore bien le temps pour lire. Seulement, ça m'étourdissait beaucoup de lire tant de livres. J'ai ouvert Maladie de l'oreille. Du coup, j'ai dû m'interrompre. J'avais encore plus de vertige. Ça n'allait plus du tout à cause des symptômes si bien décrits avec des détails admirables. C'est vrai que je les avais presque tous, moi, les symptômes. C'était raconté dans le livre qu'à force de bourdonner, il y a des sujets qui en deviennent tout à fait fous. On finit par les enfermer. Voilà encore une perspective à laquelle j'avais pas assez songé. Je me suis remis dans les maladies du cœur où j'avais moins à craindre. Stéphane, lui, il soulignait en bleu les journaux, des dizaines par jour. Il passait toutes les nouvelles politiques à Hugenbitz qui avait du mal à les découvrir tout seul. Il en sautait souvent à cause de ses yeux. Alors, il était bien vexé. J'en ai jamais vu deux pareillement passionnés par les nouvelles de la politique et des congrès et des résolutions du monde entier. Ils auraient voulu, je leur ai dit, que le monde autour, de l'Inde au Groenland, soit rien que des fourmis pour les mettre toutes dans une seule boîte et voir s'assassiner, se faire la guerre et s'amuser avec. C'est le rêve de tous les gens qui lisent les journaux. Il n'y en a pas beaucoup qui ont du cœur. Comme si, quelque part dans le monde, quand même, nous pouvions aller chercher le secret gardé, qui demeure qu'à lui, mais empêche les petits-enfants de mourir. Qu'avec plus de mal, plus d'argent, nous pourrions alors marcher, courir, combattre, nous qui étions là en poste pendant des jours et des nuits, traverser peut-être des mers et des fleuves, abattre encore 1000 murailles, vaincre 100 sorciers et charmes, et combattre enfin le dragon, l'étrangler dans un vallon d'enfer, rapporter la santé pour lui, l'asticot de ses jours au fond de sa voiture, qu'il respire bien, qu'il ne meure et plus jamais ne soit malade. Vous êtes lâche, ignorant, bête et sournois et cupide. Voilà ce qu'elle pleurait dans son chagrin, la créature. On est tout cela, c'est vrai qu'on n'empêche personne de pleurer et de mourir. Au fond, ça me transformait la mentalité aussi, moi, ce boulot-là. J'aime ça, moi, me trouver là où tout devient sensible. C'est là, à Tabard Street, que je m'ai rendu compte bien profondément. J'ai jamais voulu depuis aller ailleurs qu'au bord de l'âme. Et pourtant, on m'a offert bien des occasions. C'est marrant, au fond. C'est comme une petite maison dans la campagne, les âmes. J'y vais chaque fois que je peux. Je peux plus aller ailleurs. C'est peut-être pas très bien. Elle m'accompagnait, la cliente, près de la petite voiture à l'enfant, qui servait aussi de berceau. La capote était rabattue parce que la verrière d'en haut, je l'ai dit, elle laissait passer de la flotte plus qu'un peu. Par terre, il y en avait des véritables mares. Ça me faisait de la peine. A-t-il pris sa potion? Le docteur Hugenbitz, il a bien demandé aussi. Et sa température? Elle était gênée pour répondre. Je comprends. C'est pas difficile, l'argent pour la potion, elle l'avait sûrement pas. J'y vais, que je fais moi d'un coup. Ça me transporte. Elle veut me retenir. Mais non, je suis déjà debout. Me revoilà dans la rue, tout enthousiaste avec l'ordonnance en main. Mais j'avais pas de pognon du tout. Personne n'en avait plus d'abord. Et je voulais faire vite en plus. Je répète, j'avais la frénésie. Je voulais lui sauver la vie. Je croyais encore que ça se faisait avec des potions. Tendre la main, j'hésite. Faire une poche, je savais pas encore assez bien. Alors une boutique, c'est encore plus sûr. À cette heure-là, c'est les commissions. Je rentre chez une crèmerie.
J'ai pas l'air pressé d'abord. J'attends mon tour. Je laisse passer les dames. Une qui pose 2 shillings 6 pence sur la tablette. Bien. Dessous son doigt, comme ça, zip! Le trou de la porte, je suis dedans, je suis loin. Et puis, alors, blessure ou pas, je cours encore. Les ruelles, c'est pépère. Je boite, je bute. Merde! Pourvu qu'il me poire pas au bout. Non! Je suis tout libre. Je ralentis. Vite, à l'apothèque, donc, comme il s'intitule. 10 minutes après, je suis de retour, tout compris. Jamais j'ai travaillé si vite, pas un pli. La mère, elle est contente, alors je souffle un peu. Je les regarde, les belles toiles du mari autour. C'est comme une forêt de couleurs, comme il y en a de pendus partout. Il en prend une grande cuillère, le môme, de mon sirop. Peter, il s'appelle. Je l'apprends, son nom, du coup. À la lumière, il bouge, il est content. Il joue encore avec les pinceaux, tout pâle qu'il est, lui. Il agite les petits pinceaux qui restent du père, et puis un pot tout vert à couler. Il s'amuse, quoi, c'est joujou. Pour moi, il va mieux parce qu'il peut jouer et qu'il s'agite comme ça. Il n'a pas l'air de s'en faire, le Peter. Mais il tousse quand même à petits coups secs, et puis des gros, plus gros que lui, tout entier. Une toux qu'il dépasse et qui le fait même rougir un peu sous sa capote. Toute la petite bagnole est secouée. Elle me prend pour un médecin, la mère, un aide-médecin. Elle me pose des questions. J'installe un peu avec ce que j'ai lu chez Eugen Mitz dans le livre. Je la rassure avec des mots que j'ai retenus et puis je m'en vais. Je reviendrai demain. En partant quand même dans la rue, je me méfie de ce que je viens de dire. J'attends qu'on me dépasse, beaucoup de monde, et je pense à ce Peter, chemin faisant. C'est curieux, je me dis, que j'ai rien compris à la façon qu'il se tenait là, sous sa capote, à jouer avec les pinceaux. Il y avait quelque chose de sérieux à sa manière de jouer qui me revenait, qui me tracassait. Je serais retourné tout de suite pour un peu, pour mieux le voir et le regarder encore. Je me sentais comme bien coupable de ne pas l'avoir mieux regardé, le petit Peter. Quelque chose de plus important il y avait à voir, que je n'avais pas regardé. J'ai repensé au môme en rêve. Le lendemain matin, en se levant, il faisait un temps si obscur que les lampadaires et les boutiques restaient allumées. Sur la rive gauche de la Tamise, c'est-à-dire. Je sors. J'étais si pressé d'arriver Tabard Street que je regarde même pas si on me piste. Enfin, me voilà devant la porte. Dès la cour même, je vois que c'était allumé dans l'atelier. Je traverse vite, je frappe. On ne répond pas. Alors je pousse. Il y avait 4 bougies allumées autour de la petite voiture. Le petit Peter y avait l'air de dormir, encore plus pâle seulement. J'avais jamais encore vu un si petit enfant mort. La lumière des bougies sur sa figure, ça faisait tout sensible à trembler au milieu de l'ombre. Je me suis approché tout près. C'est aux lèvres qu'on comprend que c'est fini, que c'est décidé pour toujours. La mère restait au fond de la pièce. Je suis allé pour lui parler, tout doucement, bien sûr. Elle regardait droit devant elle dans le noir, alors qu'on était contre le mur. « Madame, j'ai dit, voulez-vous que j'aille chercher une amie, des fois ?» J'ai encore posé des questions. Elle répondait rien. Je faisais ce que je pouvais. Elle était hagarde, en somme. Alors, je suis reparti tout doucement. Il fallait peut-être mieux que je la laisse. Et puis j'étais resté longtemps dehors, et puis je ne pouvais plus rien faire pour elle. C'est en somme mon premier malade, de petit Peter. J'ai pas eu de chance. Ce qui m'angoisse, et pour toujours, je crois, c'est la façon qu'un petit enfant cesse de jouer pour s'en aller tout de suite, si vite. C'est presque rien à trépasser. Le temps de lever 1, 2, 3 son petit pinceau, de rire bien encore 2 ou 3 fois, 4, et puis voilà. Cette façon de n'être entré dans nos ombres que pour y porter un petit peu de lumière, comme un papillon entre au soir au jardin et s'en va devant la nuit. 20 ans sont passés depuis, cependant, bien des choses encore, des bien étranges et bien lourdes. Et petit Peter qui est toujours là, pour 1/10, pour un petit soupir. J'en ai soigné beaucoup des tousseurs depuis, des plus petits encore que Peter. Mais il me semble toujours, dès que j'en vois un qui s'épuise un peu, qu'il va me quitter pour un rien. Ces souvenirs qui rendent la médecine délicate. Sarah, surtout, voulait qu'on lui raconte encore l'histoire de la petite Évelyne. Ça, alors, c'était un joli récit.
D'abord assez cascadeur ce récit, et puis filé, il venait à sa conclusion par une chanson, précisément celle qui faisait tourner le gros moulin de la maman d'Evelyne. Celui à elle immense pour la farine et le son, pour les médisances aussi les gros mensonges. Un petit jardin de roses à côté, des colibris parmi, tout chatoyant aux plumes tremblotantes. Un petit moulin en plus tout à côté, d'argent celui-ci, d'ailes en mousseline, qui ne tourne lui que pour la groseille en sirop, l'angélique, toutes les douceurs. C'est le petit moulin d'Evelyne. Cependant, de temps à autre, on trouve dans la meule d'or un tout petit mensonge. Même à minuit passé, ça voulait encore l'entendre, la chanson pour Evelyne et son moulin. Voici les mâles, l'armée des Indes, son grand contingent d'enculeurs vérolés, la Zélande au chapeau meunier, l'Écosse encore que celui yorique, on se presse, c'est remous vers les balustrades, on s'échauffe, le bar n'est pas loin, verre à la main, l'ouverture, la fête commence, faut encore se rapprocher des côtés pour mieux tout voir. Ainsi, on sera dans les cuisses, pour ainsi dire, de la scène. Le rêve du vrai spectateur qui s'est aimé plus près encore. Il y a triple congestion de bandeurs sur les issues. Toutes les portes sont closes. Oh, tiens, je me sens tâtonner les roustons. Cantalou me fait signe que c'est pour lui la même chose. C'est la fricassée d'entrailles au grand promenoir debout. Voici la trépidante équipe de mignonnes d'Amérique qui se trémousse en pleurnichant gaiement. Ah, l'admirable surprise, ô petits traits menus, ô cuisses prodigieuses. Je voudrais vivre en elle, pour elle, par elle, et rien que là. Tout le reste n'est que froid et torture, je sais. Je voudrais suivre du doigt par tous les muscles qui s'efforcent, apprendre à écrire d'eux au fil de la vie même, de la vie chaude et tendre. La plus belle des histoires, au fil de la ligne, dis-je, depuis la cuisse au talon jusqu'au pied qui se tend jusqu'à la pointe du désir. Quel cochon! Je jouis! Ce copain, parole d'homme, me branle! À 2 pas d'ici, c'est les Flandres. Je ne veux pas y retourner. Quelle musique aussi! Comment on jouit! Qui tiraille et qui saccade le fond du périnée même. L'anus en est tout chose, les couilles au bord du néant. Faudrait écouter pour comprendre avec le cœur. On n'a pas de cœur. L'air épicé doit porter aux dents. Boreau souffle tout l'air qu'il peut. Il me crie à travers l'enflure d'un bout de l'orchestre à l'autre et les compressions de voyeurs à 2 shillings. Ça rote le whisky partout. De la gaieté, Ferdinand, de la gaieté. C'est horrible ce que je souffre. De la gaieté, mais je veux bien, moi. C'est la première revue d'Amérique sur le continent. Rien ne rassure le miteux, rien ne le réchauffe comme une scène bien éblouissante. Ça lui donne d'emblée le bon coup de délire et d'espérance. On avait vu des jambes déjà, mais pas des comme ça. Des jambes fluides, solides, fluides encore, tellement gracieuses. Des ondes, mais surtout la plus subtile, la plus audacieuse de toutes, la plus belle question d'apporter l'inconnu. La lumière palpite, s'effraie sur tout son corps comme à la fête, dans une musique de câline atrocité, implacable de mesure. Des éclairs de mort joyeuse giclent en toute cette offrande. Borochrome tarabuste la cohue. Il est ivre d'une façon que je ne connaissais pas encore. Il se dandine en musique aussi. J'ai si mal, Ferdinand, que je connais des valeurs nouvelles, des gracieuses valeurs. Par les gendres de Maille, j'ai reçu le message. Dieu, c'est moi, Ferdinand, Dieu. Ne gueule pas si fort. Je hurlerai si cela me contente. Je comprends les hommes nouveaux. Un message, Ferdinand, un message de ma douleur des dents. J'ai la gueule emportée, tu m'entends, par la fluxion. Un autre bœuf énorme se rapprochait de nous, le portier bardé de galons. Toute la mélodie du monde, Ferdinand, regarde, toute la mélodie du monde. C'était trop. Le portier me saisissait déjà, moi le plus faible. Nous étions écrasés de partout. Heureusement, Cantalou vient au secours avec tout un contingent de jolis maquereaux, plus ou moins amis. On nous entraîne, nous délivre, nous retape au bar.
Borocrum voulait voir du cul. On l'entraîne dans la coulisse. Nous avons des accointances. On frappe chez les girls. De près, c'est plus beau encore. Il a raison. Nous approchons. Mais ça la fait rire, cet enthousiasme de ce monstre. Vraiment, c'est vrai qu'elle est divine, en somme. Elle se détend tout entière devant lui, s'étire encore exprès, bien exprès, la garce. Il n'y a pas une faute, c'est mieux que du parfait. Il y a des choses qu'on n'aurait pas cru possibles dans sa perfection d'être excitante. On n'est plus rien du tout devant, on se laisse aller, on n'existe plus. On abandonne presque sa vie tellement elle est belle. C'est une question qui chante sur ses traits menus en petite perfection d'une facette à l'autre, de l'oreille au déclin du cou, d'une peau qui chante l'abandon, zip, zip, s'enfuit par l'épaule et revient au long de la taille et s'échappe comme une flèche au long des jambes, zip, à la cheville, disparaît, non, revient, retourne au sein. On a compris sans comprendre tout au fond des sens et du cœur. On est tout près d'elle en cercle. Touche la vie, Ferdinand, touche-la. Je n'ose pas. Touche ta mort. Lui quitte de se tripoter la mâchoire et se passe les deux paumes des deux côtés de ses cuisses qu'elle contracte. Il possède à deux mains pleines comme un arbre. Il monte, il descend, elle jouit, la salope. Ce croc dégoûtant. J'aurais jamais cru. Il se regarde. Lui qui clignote, elle presque à garde de t'en rigoler. Il porte toute cette chaleur à sa bouche et se lèche comme un chien. C'est assez. La sonnette teinte. Le régisseur nous chasse, on part, on s'embrasse. On se tient tous par la main. On glisse d'une devanture à l'autre. Les lampadaires passent comme des fantômes pointus. Il pleut d'eux d'énormes larmes. On ramasse 3 compagnons dans leur ruisseau. Le phare du brouillard, là-bas, hurle sa flamme atroce au milieu de la chaussée. Voici le 7e étage et l'appartement. C'est une véritable digue de festoyeurs qui se rompt dans la salle de bain. Il en arrive encore des pioles d'à côté qui flairaient la partouze et veulent aussi fêter la belle victoire. 2 belles brunes, des sisters, précisément des artistes d'à côté de l'Empire, reconnaissent nos peacocks. Tout ça se joint dans un bel élan d'idéal. Ça se chevauche peu à peu à travers canapé, lavabo et divan. On rigole. Seulement il fait trop chaud. On ouvre alors la grande baie vitrée. Je suis pas si sourd, moi, que j'ai plus peur de l'ombre. Pas encore. Borrow non plus, bien qu'il passe. Je vois bien qu'il réfléchit devant tout l'espace de la rivière comme devant un monde perdu. L'autre rive, là-bas, c'est plus loin que la nuit. Il en arrive plein de froid. Je vais parler. Tais-toi, qu'il me dit, petite bourrique. Tu comprends rien au pressentiment. Tu es bête comme un étage. Il faut tout te montrer. En vérité, on crevait de froid. Le printemps n'avait pas d'enthousiasme. Il arrivait chargé de pluie, pire que l'hiver. C'était même pénible de regarder tout au loin la campagne, rien que des vallons couronnés de forêts mouillées, tordues et malheureuses. Les brumes au ras des boues jusqu'à l'horizon. Des fossés comblés de mélasse. La crève.
C'était pas douteux déjà qu'il était bien drôle, mais alors le coup des évocations nocturnes, ça le déclenchait complètement. Il voulait faire plus mystique encore, qu'il a dit. De Londres, on a ramené alors des cierges par douzaines, si gras et si parfumés, qu'après 1 heure qu'ils avaient brûlé, il était bon à faire danser l'esprit dans leur lumière si douce. On n'attendait plus que l'arrivée des anges. L'oratoire d'où venait la musique, c'était encore plus profond dans les ténèbres que la salle des gardes. Une nef en pierre dont chacune large comme une tombe, sous un toit tout voûté par des ogives en terribles chaînes. Tous les échos pour tous les songes palpitaient là, lourdement, dans cette ombre avant de tomber sur nous. C'était marrant comme sortilège, le grand coup d'orgue au soir dans ces cas-là. C'était une espèce de cœur qui se mettait à battre plus fort que nous, pour toutes les choses auxquelles on se donnait aussi, finalement. Quand la tornade des mélodies s'apaisait un peu, j'avais plus qu'à raconter, moi, ma belle légende. Lawrence Gift, sur son socle, ça le passionnait aussi, mon histoire. Il avait toujours été gentil avec nous. C'était sa lubie d'ancêtre qu'il possédait soudain jusqu'au trognon. Il fallait lui faire plaisir. Quand l'orgue le faisait jouir, il poussait sous son dais des exclamations au passage pathétique. Des « oh », des « ah, ah ». Et puis, il redevenait songeur et plein de renvois. Borochrome, ça le rendait un peu impatient de jouer tant d'orgue parce que c'était précisément la semaine où se tenait à Belfast le congrès Sinn Féin. Que des terroristes vrais de vrais. Il s'agissait de faire sauter pour la 4e fois le gouverneur Sir Horace Prengart dans son beau château fort. Il m'en parlait le soir dans la paille après nos délires d'orgue boho de ce beau projet. Ça le tracassait dur. Au lieu de nous emmerder ici, Ferdinand, t'entends, chez ce vieux coucou, dans son bordel pourri à lui branler ses fantômes, viens donc avec moi, on bat. Je te montrerai à Dublin, en passant, des hommes vraiment nouveaux. Ils ont inventé un détonateur à lumière si sensible, tu m'entends, qu'il suffira qu'un petit moustique vienne buter contre sa lampe au gouverneur, chargé d'écrodynamite pour éclate, lui. Et toute la suite avec lui, toute la famille, et toute la citadelle, et la moitié de la ville encore. Un nuage, Ferdinand, un nuage. Tu le verras passer. Bzz, bzz, pssst, boum. Il imitait toute la catastrophe. Mais j'ai insisté pour qu'il reste.